Bonsoir tout le monde. On commence la quatrième thématique de la journée qui s'intitule « Imaginaire collectif et rapport au luxe ». Je donne la parole à M. Gianfranco Bottaro de l'Université Laval. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gianfranco Bottaro, actuellement doctorant en anthropologie à l'Université Laval. Tout de suite, je vous donne une idée de mes champs d'intérêt, c'est surtout les études de genre, plus en particulier les études gays, les pratiques du luxe et la consommation de biens de luxe, qui sont un peu, disons, dans les sujets de mon actuel doctorat qui est au tout début. Mais aujourd'hui, je vous présente le sujet de ma recherche de maîtrise qui s'est terminée l'année passée, donc en avril 2015, sur les stratégies corporelles entendu comme pratique de luxe et la masculinité gay. Alors, tout d'abord, il faut préciser qu'aujourd'hui, la communauté gay occidentale presse ses membres à devenir l'incarnation physique vivante de la perfection masculine et à reproduire un modèle qui ne présente aucune trace de traits associés au vieillissement et à l'efféminement. C'est trop fort? Ah, OK, comme ça? Bon. L'objectif de cette recherche était de révéler les dimensions physiques à l'œuvre à l'interface du corps masculin gay comme expression identitaire et comme matière façonnée par des normes et des valeurs de groupe. Je me suis donc intéressé au travail réalisé par des hommes sur les apparences, si importantes dans la communauté gay occidentale en général. Cela témoigne du fait que le corps, parce qu'il permet de se montrer, est un lieu où se construisent les identités et les réputations et où s'incarnent les hiérarchies sociales. Cette recherche s'est penchée donc sur le phénomène des stratégies corporelles et plus précisément sur les pratiques esthétiques de la chirurgie et non, adoptées par les hommes gays des classes aisées vivant dans des métropoles des États-Unis pour construire et négocier leur identité masculine. Sans plus tarder, on vient à ma question de recherche, qui était donc comment les stratégies corporelles adoptées par les hommes gays des métropoles états-uniennes contribuent-elles à la construction, à la négociation et à l'affirmation de l'identité gay masculine. Mon objectif principal était d'explorer les relations esthétiques concernant les thèmes du corps, de la masculinité et de la beauté qui permettent de faire le lien entre l'image externe, c'est-à-dire les apparences physiques, et l'orientation sexuelle gay du porteur. Je voulus donc explorer, en premier, quel est le sens que ces hommes attribuent à la masculinité et aux apparences masculines hégémoniques dans notre société, quelle est la portée des idéaux corporels sur les hommes, quelles sont les motivations des projets corporels, et enfin, quelles sont les pratiques entreprises pour réaliser ces projets. Ainsi, ce travail visait à répondre à ces interrogations qui nourrissent ma réflexion sur les sujets de la masculinité gay dans la culture occidentale. Et d'ailleurs, je continue dans mon doctorat. La recension des écrits traitant de l'homosexualité, de la masculinité, du corps masculin, de l'image corporelle et des pratiques de chirurgie esthétique a permis de réaliser le manque de connaissances sur les façons dont les hommes gays s'investissent de façon réflexive dans la construction et la négociation identitaire et dans les pratiques corporelles qui sont à la base de la visibilité et des perceptions sociales. Les rares chercheurs gays qui se sont intéressés au sujet ont tout de même identifié que les pratiques corporelles mises de l'avant pour améliorer son image externe sont partagées et performées de manière similaire dans la communauté, car elles sont issues d'une histoire commune du mouvement gay en Occident depuis les années 60. Et en plus de démontrer que les hommes gays sont soumis à de fortes pressions pour se conformer aux images masculines hégémoniques et aux stéréotypes qui circulent dans les médias, cette recherche m'a permis d'explorer plus en détail les pratiques corporelles utilisées pour réaliser les projets corporels permettant de construire ou de maintenir leur identité masculine. Alors, pour atteindre ces objectifs de recherche, j'ai utilisé une méthodologie qualitative visant à explorer et analyser les contenus des discours et les pratiques sociales qui façonnent l'incorporation de l'identité gay à travers des entrevues qualitatives semi-dirigées qui ont été réalisées entre juin et octobre 2014 via Skype, avec 18 hommes ouvertement gays, âgés de 29 à 60 ans, qui ont mis en place des projets corporels, chirurgicaux ou temporaires, pour améliorer leur apparence. Voici plus en détail le profil des participants et comme vous pouvez noter, l'échantillon est très varié quant aux professions, l'âge et l'origine.
Donc, les participants possèdent en majorité un niveau d'études universitaires, exercent des professions libérales, font partie de la classe aisée et vivent dans 4 métropoles états-uniennes qui ont contribué activement au développement de la culture gay au cours des dernières décennies. Donc, New York, Los Angeles, San Francisco et Miami. En effet, dans ces contextes urbains, un grand nombre d'hommes gays conceptualisent leur homosexualité par l'apparence ou des looks particuliers qui correspondent aux standards hégémoniques de la beauté masculine. On arrive aux pistes de recherche explorées. Ça, ce sont les principales. Il faut dire d'abord que depuis les derniers 40 ans, nous assistons à une véritable révolution dans la façon de regarder le corps masculin et surtout le corps masculin gay. L'analyse des récits recueillis a permis de faire ressortir l'importance du corps dans la construction de l'identité gay des répondants. Le corps est pour eux un aspect fondamental de l'identité et il est essentiel pour communiquer et se présenter aux autres. C'est un fait que plusieurs hommes gays, dont les participants à cette recherche, bien sûr, recourent à la performance du straight acting, c'est-à-dire le fait d'agir et de paraître comme un hétéro. Pour se conformer aux stéréotypes de la masculinité hégémonique, donc allure virile, musculature prononcée, etc., et se distancier du stéréotype de l'homme gay efféminé. Pour ce faire, le corps est impliqué dans la négociation identitaire car il fait partie de l'identité que les individus développent au cours de leur vie et il est vu par les hommes gays comme un lieu de pouvoir potentiel pour la résistance au contrôle social. Dans ma recherche, j'ai donc exploré la réflexivité des hommes gays quant à la relation entre le corps et leur identité pour éviter la stigmatisation à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté. La beauté masculine et virile et la jeunesse sont des dimensions fondamentales et essentielles des jugements symboliques prononcés dans la communauté gay et la société en général. Ainsi, l'individu qui rencontre ces critères est placé en haut de l'échelle sociale et de la désirabilité. En effet, le mythe de la jeunesse est fortement valorisé dans la culture gay et le conséquent agéisme sévit parmi ses membres. Notre société actuelle valorise la jeunesse et les changements relatifs au processus de vieillissement sont considérés négativement. Il est difficile de vieillir en toute dignité dans une société qui médicalise le vieillissement. En effet, devenir vieux physiquement est considéré comme une maladie dont les symptômes plus visibles sont la perte de masse musculaire, le relâchement cutané, les rides, les cheveux gris, la calvitie, etc. Tous ces signes sont stigmatisants dans une culture centrée sur la jeunesse, car ils représentent un manque de contrôle sur sa personne, sur son image, sur la jeunesse, et tout ça est inacceptable dans la société contemporaine. En plus, depuis les dernières décennies, les hommes subissent une forte pression à se conformer aux images diffusées par les médias, car les médias participent activement à la construction d'idéaux corporels, poussant la majorité des hommes et aussi des hommes gays, bien sûr, à avoir et à désirer le corps parfait, jeune, svelte et musclé des mannequins, des acteurs, etc. En effet, la majorité des répondants croient que les médias jouent un rôle important dans la façon dont ils conceptualisent leur corps, car ceux-ci bâtissent une image de ce qui est attirant et sexy. Plusieurs ont le sentiment que ces images de corps parfait influencent leur propre image corporelle, façonnant ainsi leur stratégie pour entrer dans le moule construit par les médias. Par conséquent, ce moule semble renforcer l'idée qu'il y ait un standard, une façon de paraître qui représente ce qui est attendu des hommes gays. Quant aux définitions d'idéal corporel, les éléments mentionnés et les expériences exprimées par les participants ont mis l'accent sur l'existence de plusieurs idéaux corporels dans la communauté gay. Malgré cela, tous les répondants ont identifié une hiérarchie corporelle présente dans la vie sociale gay où le corps musclé et mince est au sommet des idéaux corporels et il est un prérequis pour être désirable et avoir du succès. Il est intéressant de noter que plusieurs recherches sur la culture gay montrent que l'image des hommes véhiculée par la presse contemporaine et les organisations gays est de plus en plus représentative de la classe aisée, car les hommes gays sont souvent décrits comme des professionnels de col blanc, ayant les moyens financiers pour être des bons consommateurs et donc de pouvoir participer à ces pratiques de luxe. Donc, voici des extraits de verbatim. Par exemple, Connor, qui est un entraîneur personnel connu à San Francisco, 29 ans, explique pourquoi ses clients cherchent ses services.
Alors, il nous dit, you want to be thin, you don't want to be rejected, you want to fit an image. You want to know that when you go to the bar on a gay cruise, for instance, you are going to be checked out and you are going to find someone who is going to like you. Plusieurs répondants ont exprimé aussi des frustrations liées à des attentes et ils ont observé qu'il n'y a pas un type corporel standard facile à atteindre ou à maintenir dans la communauté gay. Mais ils ont observé qu'un inventaire restreint de types corporels est dominant. Alors voici que Sean, 44 ans de Los Angeles, décrit bien ce sentiment. There is a little margin for error in the gay world. You need to look young, to be slim and muscular. There are a few subcultures which appreciate larger men, but they are in the statistical minority. Francis, 51 ans de New York, professeur universitaire de philosophie, explique sa vision de l'importance de l'apparence physique pour les hommes gays. We are all books, and the better our cover looks, the more likely we are to be picked up to be read. I think since men are more visually oriented than women, we are hunters versus nesters, we place more importance on what we can actually see. On en arrive au projet corporel avec des statistiques. La majorité des répondants, surtout ceux entre 35 et 60 ans, affirment recourir aux techniques de la chirurgie esthétique sur une base régulière pour ralentir l'apparence des signes de vieillissement et non pour changer leur apparence physique. 10 répondants ont subi au moins une intervention chirurgicale invasive dans les 5 dernières années et 14 ont subi différentes interventions cosmétiques non invasives pour l'entretien de leur corps. Donc, d'après les statistiques que vous voyez ici, 2015, de la Société américaine de chirurgie plastique, le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales pratiquées sur des hommes a augmenté de 39% depuis 5 ans et de 325% depuis 1997 quand ils ont commencé à faire les statistiques. En 2015, les hommes ont reçu environ 1 200 000 interventions cosmétiques, représentant 9,5% de l'ensemble des pratiques chirurgicales aux États-Unis. Les 10 interventions chirurgicales les plus populaires, et ça c'est intéressant parce que c'est un peu le reflet de ce que j'ai eu dans mes réponses d'entretien, les plus populaires chez les hommes américains sont dans l'ordre: la liposuction, la rhinoplastie, c'est-à-dire la chirurgie du nez, la blépharoplastie, c'est-à-dire la chirurgie des paupières, la gynécoplastie, c'est-à-dire la réduction mammaire, le lifting facial, l'autoplastie, c'est-à-dire la chirurgie des oreilles décollées, l'abdominoplastie ou lifting du ventre, le lifting du cou, le lifting frontal et l'augmentation du menton. Quant aux pratiques esthétiques non chirurgicales, les 10 plus populaires en 2015 ont été dans l'ordre: les injections de Botox ou similaires, les traitements rajeunissants à l'acide hyaluronique, l'épilation au laser, l'épiling chimique, la microdermabrasion, l'IPL, qui est le photorajeunissement à la lumière intense pulsée, les relissages de la peau au laser, les traitements amincissants, les traitements raffermissants et le Sculptra, c'est-à-dire les injections rajeunissantes remplaçant le collagène perdu. La majorité des répondants a recours à ces pratiques de façon récurrente et ils en sont très satisfaits car elles sont simples, rapides et rehaussent l'apparence sans la modifier. Naturellement, personne n'a jamais mentionné l'effort économique pour réaliser ces pratiques qu'on peut bien sûr définir de luxe car elles doivent être performées de façon répétitive pendant l'année. Si vous voulez une idée des prix, on est quand même... Parce que naturellement, je n'en ai pas parlé vraiment avec les participants. Ils ne voulaient pas forcément en parler. Mais en moyenne, genre le Botox, il faut le faire 2 fois par année et on parle quand même d'environ $1,000 US minimum. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Et puis, quand tu fais le Botox, naturellement, on ajoute du Sculptra, on ajoute d'autres agents de remplissage. Donc, on peut monter facilement un petit budget de 5 000 par année seulement d'injections ou de traitements non chirurgicaux. Tandis que si on va dans le chirurgical, ben, naturellement, là, on monte de façon exponentielle, surtout si on parle de liposuction. Ça dépend qui le fait, qui ne le fait pas. Alors, c'est pour cela que je n'ai pas tellement posé la question sur les prix aux participants, parce que c'est 4 villes bien distinguées qui n'ont pas vraiment les mêmes prix. Parce que
j'ai interviewé aussi, au tout départ de ma maîtrise, 3 amis chirurgiens de 3 villes différentes et ils ont 3 prix différents. Donc, alors, ce n'était pas facile de faire une statistique de ce genre. Qu'en pense-t-il? Donc, voici un petit aperçu représentatif des discours. Pour les participants, les objectifs à atteindre grâce à la chirurgie ou aux autres pratiques esthétiques visent surtout le maintien d'une apparence jeune et tonique du visage et du corps. En général, les participants veulent être attirants et désirables. Pour ce faire, ils évoquent des préoccupations concernant principalement les signes du vieillissement sur le visage, le poids, donc ventre et tour de taille, la définition des muscles et la gestion de la pilosité corporelle et faciale. En général, les répondants préfèrent un corps athlétique en forme de V, c'est-à-dire une charpente mince mais musclée, avec des épaules larges, des pectoraux et des bras bien développés, un ventre plat mais bien défini, une taille fine, un bassin étroit et des fessiers bien bombés. Quant au visage et à la tête, la quête d'une apparence jeune est omniprésente. Ainsi, une majorité de 15 participants cherchent avant tout à garder ou avoir une chevelure bien fournie, 15 désirent un visage masculin peu marqué par les signes du vieillissement et s'y activent pour y parvenir. 8 participants valorisent un nez peu imposant, dont 3 ont déjà corrigé les leurs. 8 veulent des yeux vifs, dont 5 ont déjà subi des blépharos. 12 hommes préfèrent un corps imberbe ou peu poilu, tandis que 6 ne se soucient presque pas de leur pilosité corporelle. Les conversations avec les participants suscitent l'idée que tous valorisent la prise de contrôle sur leur corps, et par association sur leur identité, bien sûr. Durant les entretiens, je me suis rendu compte que la peur de ne pas maîtriser son corps pose un problème à plusieurs. Ainsi, la chirurgie esthétique représente une option très attrayante. En effet, la majorité estime que malgré la douleur temporaire, la chirurgie leur permet d'accroître leur assurance, de diminuer leur insatisfaction corporelle et, par conséquent, de se sentir plus séduisants dans la vie quotidienne et aussi dans les situations de séduction. À ces propos, Andrew, 60 ans de New York, affirme que sentir de la douleur à cause d'une chirurgie est une situation temporaire, tandis que la stigmatisation sociale dure toute une vie. Ensuite, le potentiel de renforcement de la confiance en soi offert par la chirurgie est un thème dominant dans les discours. Bien que la majorité des répondants prétendaient avoir déjà de l'assurance avant les interventions esthétiques, la plupart affirment que les améliorations physiques apportées par la chirurgie ont aidé à accroître leur estime de soi, car maintenant, ils se soucient beaucoup moins de ce que les autres pensent ou disent sur leur apparence. Par exemple, Francis, de 51 ans de New York, a subi récemment un lifting du visage et il nous dit « In terms of my confidence, it definitely shot up. There was definitely a different response from people around me. » Ainsi, l'identité et les comportements des répondants passent d'une situation d'insécurité causée par la non-conformité de leur corps aux idéaux dominants à une nouvelle incorporation positive de leur projet corporel où la fierté démontrée pour leur apparence s'est traduite en estime de soi. Dans tous les récits recueillis concernant l'importance de rester jeune ou d'apparaître jeune, les mots les plus mentionnés sont ventre plat, muscles saillants, visage frais, abdos sculptés, fesses fermes et cheveux fournis. À cet effet, 11 répondants mentionnent leur inquiétude par rapport à leur calvitie progressive et 5 d'entre eux avouent que cela représente une source d'anxiété et reçoivent des traitements appropriés. Pour terminer, alors, cette recherche a mis en évidence l'importance du rôle du corps dans la création et la performance de l'identité gay des répondants, dont la majorité aspire à avoir un corps jeune, musclé et svelte. Et pour y parvenir, ils investissent du temps et beaucoup d'argent dans leurs projets corporels pour viriliser et rajeunir leur corps. On peut donc définir ces projets corporels des vraies pratiques du luxe. Ainsi, les récits des répondants présentent le corps utilisé comme une garantie, un indicateur et une preuve d'image, de style, d'estime, d'attraction, d'acceptation de ses pairs et de contrôle. Le corps modifié, embelli et virilisé, selon les idéaux circulants dans les médias et la communauté gay, devient ainsi la preuve visible de l'identité du prestige de l'homme gay métropolitain. Cependant, dans une culture qui glorifie la masculinité hégémonique et dont les éléments clés sont la jeunesse et la virilité, lorsqu'on commence à vieillir, le corps devient un site de discrimination et de dépréciation. Il faut alors prendre le contrôle et agir pour rester désirable et compétitif sur le marché de la séduction et si l'on veut garder son prestige au sein de la communauté.
Un autre résultat important est que les privilèges de classe permettent à certains hommes gays, dont les participants à cette recherche, de reporter plus aisément les inévitabilités du vieillissement corporel et d'adhérer aux idéaux masculins hégémoniques plus longtemps que des hommes gays moins nantis. En somme, cette recherche a permis d'explorer les façons dont les participants interviewés adaptent les apparences à leurs propres valeurs lorsqu'ils négocient leur identité dans la culture dominante et dans les communautés gays des métropoles états-uniennes. Cependant, je voudrais préciser que cette réalité ne correspond pas nécessairement à celle de tous les hommes gays vivant dans des métropoles, peu importe la classe sociale ou le niveau de prospérité. Les répondants de cette recherche ont été ciblés délibérément pour comprendre les phénomènes spécifiques liés aux pratiques esthétiques chirurgicales ou non. Pour conclure, quant à mes projets futurs, ma recherche actuelle de doctorat explore plus en profondeur les façons dont les pratiques du luxe, les médias et le marketing façonnent et influencent la masculinité gay et ses mises en scène dans la société. Voilà. Merci pour votre attention.